19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 22 mai 2024. Et justement, ce mercredi 22 mai, nous accueillons sur ces plateaux Maître Boubacar Ali. Il est président de l'association des jeunes avocats du Niger, AJEN. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Nasser. Merci d'être parmi nous ce soir. Je rappelle avec vous, il sera question de la célébration de la 3e édition de la semaine du jeune avocat. Alors, du 23 au 26 mai 2024, se tiendra la 3e édition de la semaine du jeune avocat, bien sûr organisée par votre association dont vous êtes le président, l'association des jeunes avocats du Niger, AJEN. Alors, parlez-nous déjà de cet événement. Effectivement, merci M. Nasser pour l'occasion que vous offrez à l'association des jeunes avocats pour vous parler de cet événement qui aura lieu, dont l'ouverture solennelle est prévue pour demain, 23 mai 2024. Comme vous le savez, c'est devenu une tradition pour l'association des jeunes avocats d'organiser cet événement qui a eu lieu une fois l'année. Les jeunes avocats prennent une semaine pour organiser des activités au cours de laquelle il sera des activités scientifiques et aussi des activités sociales. Quand je parle d'activités scientifiques, il s'agit des formations, des conférences, débats auxquels nous invitons la population, les acteurs judiciaires. Activités sociales, vous savez, l'avocat est aussi défenseur de la veuve et de l'orphelin. Voilà, donc nous faisons aussi des défenses gratuites au niveau des audiences flagrant délit et aussi des dons au niveau des maisons d'arrêt, que nous apportons notre petite contribution, notre modeste contribution à ceux qui sont dans des conditions difficiles de détention, puisque nous les côtoyons chaque jour, nous savons dans quelles conditions ils sont. Alors, après la première, la deuxième, c'est autour de la 3e édition qui va être placée sur le thème le respect des droits humains en période d'exception, rôle de l'avocat. Alors, quelle est la particularité de cette édition et pourquoi ce choix du thème? Voilà, et ce choix du thème, le contexte de la vie politique du Niger l'oblige. Nous avons choisi ce thème pour parler de la vie politique que vit notre pays. En réalité, vous savez, ça a été toujours de coutume que nous choisissons un thème d'actualité pour convier la population et les acteurs judiciaires pour en débattre. Donc le choix de ce thème, vous le savez, depuis le 26 juillet 2023, notre pays vit une transition militaire. Voilà, qui dit transition militaire, pour certains, c'est un état de non-droit. Donc nous voulons rappeler que la transition militaire n'est pas un état de non-droit. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au Niger particulièrement, les plus grandes avancées en matière judiciaire, nous les avons acquis pendant les transitions militaires. Donc nous pensons et nous sommes réalistes, nous sommes convaincus que le CNSP ne fera pas exception à cela. Donc c'était pour ça que nous avons choisi ce thème et pour montrer le rôle de l'avocat pendant une transition militaire. Nous allons parler de ce rôle-là qu'aujourd'hui beaucoup ignorent quand il s'agit d'une transition militaire. Voilà. Alors pour cette 3e édition, y a-t-il une particularité par rapport aux 2 éditions? Oui, la particularité de la 3e édition, c'est que nous avons axé surtout sur les activités scientifiques, c'est-à-dire les conférences débats dont les thèmes ont été choisis, des thèmes très intéressants que nous allons débattre, Inch'Allah, demain sur les 3 jours au niveau des 2 centres, Mahatma Gandhi et au niveau de la maison de l'avocat. Donc cette particularité, c'est que c'est les activités scientifiques, nous avons axé plus sur les conférences pour au moins débattre avec tous les acteurs de la justice, la chaîne judiciaire et aussi la population pour que les gens sachent que quand on dit transition militaire, ce n'est pas une période de non-droit. Donc c'est ça cette particularité de la 3e édition. Voilà en réalité pourquoi nous invitons la population de Niamey pour assister aux différentes activités que nous sommes en train d'organiser dans le cadre de la semaine du jeune avocat. Alors pour finir avec vous, un mot à l'endroit de tous les défenseurs des droits humains qui vont
participer à cette Effectivement, grande rencontre. nous lançons un mot. D'ailleurs, ce n'est même pas uniquement les défenseurs des droits humains, c'est toute la chaîne judiciaire, tous les acteurs de la justice que nous avons conviés à ces activités-là. C'est l'occasion pour entre nous de parler des mots qui minent notre justice, notre maison commune. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons convié tous les acteurs de la justice, avocats, magistrats, les huissiers de justice, tous les acteurs et même de la société civile, nous les avons conviés pour qu'on vienne parler des mots qui minent notre maison commune, qui est la justice. Merci, maître, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes avocats du Niger. Vous êtes là pour parler de la 3e édition de la semaine du jeune avocat. Alors, ça serait sur le thème respect des droits humains en période d'exception, rôle de l'avocat. Merci encore. Je vous remercie. Voilà, restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. C'est pour rappeler que le Premier ministre, ministre des Finances, Ali Maman Lamine Zen, a assisté ce jour, 22 mai, à l'aéroport de Niamey au départ du premier vol transportant les pèlerins nigériens, marquant officiellement le début des activités du Hajj. C'était en présence du membre du CNSP, des responsables administratifs et des responsables des agences du pèlerinage. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Et c'est ainsi que le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et le président du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho se sont félicités de la bonne organisation du 5e pilier de l'islam. Il était en effet 9 heures passées lorsque le premier vol quitte le tarmac de l'aéroport international Giori Hamani de Niamey avec à son bord 345 pèlerins en direction de la Terre Sainte. Mais avant, aussitôt arrivé sur les lieux, Ali Mohamed Lamine Zen s'est avec la délégation qui l'accompagne invité de l'avion pour adresser aux pèlerins les vœux du chef de l'État Chani Abdurrahman, ses vœux à lui tout en ne manquant pas de les inviter à porter le Niger dans leur prière une fois en Terre Sainte. C'est un sentiment de soulagement. Soulagement parce qu'on sait le départ Hajj, ce que ça comporte comme complexité, comme disposition quelquefois difficile à prendre. Aujourd'hui, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On assiste à un départ aujourd'hui dans les conditions que l'on observe. Une organisation que nous avons soutenue pleinement. Une organisation que nous voudrions qu'elle aille jusqu'au bout pour être la plus parfaite possible. Vous savez, c'est le 5e pilier de l'islam. J'ai été dans l'avion, j'ai vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette année. Le verset dit Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc ils font partie de ce que Dieu a appelé. Je leur ai, au nom du chef de l'État, le général Chani, souhaité un bon Hajj, qu'ils aillent en paix, qu'ils nous reviennent en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la bénédiction à tous ceux qui se seront déplacés et accorde également, on va dire, une réussite parfaite. Et puis agrée ce Hajj, et puis qu'ils nous reviennent en paix. Dans son intervention à l'occasion du départ de ses premiers vols, le président du COHO en a tiré une déduction positive tout en faisant mention spéciale à tous ceux qui ont concouru à l'aboutissement de cet exploit. Malgré tout ce qui a été dit, a été écrit, a été entendu ici et là, seul Allah est au contrôle, seul Allah peut, seul Allah sait, seul Allah possède, seul Allah commande, seul Allah contrôle. Sa promesse est toujours vérité. Il a promis d'accompagner les croyants, il nous a accompagnés ce matin et qu'il nous accompagne jusqu'à ce que, par sa grâce, par sa clémence, par sa miséricorde, le dernier pèlerin nigérien aura retrouvé sa famille dans la brousse la plus reculée du Niger, le sourire aux lèvres et en paix. Un Hajj Mabrour à son compteur, on l'espère par la grâce d'Allah, dans un délai raisonnable. Et tel que son Excellence, le Premier ministre, l'a rappelé dans l'avion, il est question pour les pèlerins du Niger, ambassadeurs de la Oumma, à partir de notre cher pays du Niger, de penser à leur famille, c'est tout à fait normal, à leurs parents, à leurs connaissances, à leurs amis, à leurs voisins, mais de penser au Niger dans son entièreté, à ses dirigeants, à son peuple, afin que dans sa grâce infinie, que les Nigériens, qui sont tous sous le drapeau à ce moment,
puisse répondre présent à tous les grands rendez-vous qu'ils se sont fixés avec l'histoire. À noter enfin qu'ils sont plus de 10 000 pèlerins inscrits cette année, dont le transport de 6 700 est attribué à la seule compagnie nigérienne qui a plutôt débuté son premier vol avec une bonne performance. 345, c'est le nombre de pèlerins nigériens à avoir quitté Niamey ce matin en direction de la Terre Sainte dans le cadre du Hajj Niger édition 2024. À travers ce premier vol assuré par la compagnie Niger Airlines, les responsables visent à marquer leur attachement au respect des obligations convenues avec les responsables des agences de pèlerinage et les autorités publiques. Retrouvons une fois de plus l'équipe de Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Dans la matinée de ce mercredi 22 mai 2024, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'organisation du Hajj au Niger. En effet, depuis maintenant quelques années, l'opinion publique assiste pour une fois à une organisation du Hajj sans tapage médiatique causé autrefois par trop souvent les désagréments en lien avec les faux rendez-vous. Niger Airlines, compagnie privée locale de droit exclusivement nigérien, a à travers ses premiers vols démontré que les autorités ont bien eu raison de faire confiance à l'expertise nationale. Les plus hautes autorités de ce pays nous ont fait confiance en nous confiant le transport des pèlerins nigériens au lieu saint de l'Islam cette année. Et Inch'Allah, nous sommes en train d'honorer cet engagement. C'est le premier vol, nous avons prévu que le premier vol aura lieu aujourd'hui ce matin. Et vous avez vu tous que ce premier vol est en train de décoller de Niamey sur Médine. Et tous les vols seront opérés de Niamey direct sur Médine. On nous a confié le transport de 6 500 pèlerins nigériens. Et Inch'Allah, nous allons les transporter dans un temps record. D'ici la fin du mois, Inch'Allah, le mois de mai, nous allons transporter tous ces 6 000 pèlerins. Et nous avons la capacité de transporter au-delà. Donc on n'a pas de problème, Inch'Allah. Après ce premier vol, demain il y aura un autre vol et à partir de vendredi, on va mettre 2 vols. À partir de samedi, on aura 3 vols par jour. Et Inch'Allah, nous allons vraiment transporter tous les pèlerins à temps, dans un temps record. Grâce à des années d'expérience dans le domaine, Niger Airlines est parvenu à s'assurer la collaboration d'une compagnie internationale disposant des appareils nécessaires pour le transport des pèlerins. C'est la première fois que cette compagnie vient, elle s'appelle Flyadil. C'est une compagnie d'État saoudien, ce n'est pas une compagnie privée. Donc c'est une compagnie appartenant au gouvernement saoudien avec qui Niger Airlines a noué un partenariat. Donc c'est une compagnie vraiment très crédible qui a les moyens. Et vous avez vu, c'est le premier avion qui vient d'arriver. Et comme je vous l'ai dit, il y aura vraiment une succession d'avions qui vont atterrir ici à l'aéroport de Niamey dans les tout prochains jours, Inch'Allah. Et Inch'Allah, les pèlerins nigériens seront transportés dans de très bonnes conditions à l'aller comme au retour, Inch'Allah. Ainsi, se réjouissant aussi du respect du délai requis par Niger Airlines pour ce vol inaugural, les responsables des agences de pèlerinage ont déclaré avoir apprécié cette année la bonne organisation du 5e pilier de l'islam. Pour rappel, plusieurs autres vols sont aussi prévus pour la semaine. Enfin, un document officiel pour aider les autorités nigériennes à prendre des mesures d'atténuation des souffrances des Nigériens à court, moyen et long terme. Une initiative des acteurs du secteur privé du Niger, appréciée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances en recevant officiellement le document. Hassan Saleh Moustapha. Comment créer les conditions pour faire face à la cherté de la vie née des événements du 26 juillet 2023 au Niger? C'est à cette question que les différents acteurs de la chaîne économique du secteur privé du Niger se sont penchés pour produire un document sur les causes et les solutions à court, moyen et long terme. Cependant, Ali Mohamed Lamine Zen, le Premier ministre, en recevant ce document, fait ses observations. J'aurais souhaité évidemment que le rapport s'appesantisse sur ces aspects importants. J'aurais souhaité également relever quelle a été la contribution réelle du secteur privé pendant cette période. Je n'en ai pas rencontré. Et je pense que c'est extrêmement important que ce qui est prévu, nous retrouvions très rapidement pour travailler, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé lorsque son secteur privé n'est pas actif
et lorsqu'il ne prend pas part à l'activité économique. Donc, vous êtes incontournable. Il est important que nous nous retrouvions très rapidement. Je n'ai pas vu, malgré la punition excessive, un tant soit peu qu'on indique qu'est-ce que l'État a fait pendant cette période-là. Le Premier ministre a par ailleurs rassuré les acteurs du secteur économique privé du Niger et au-delà l'ensemble des Nigériens de la gestion rationnelle de l'avance sur la vente du pétrole brut nigérien que le Niger a sollicité auprès de la Chine. Cet argent se trouve à la Banque centrale. Nous avons utilisé une des banques locales qui a accompagné fortement le gouvernement pendant les moments les plus difficiles pour faciliter évidemment la transaction de ces ressources, mais l'argent est à la Banque centrale. C'est à partir de ça qu'il faut que les gens le sachent. Et pas un seul franc n'a pris notre direction que ce qui a été arrêté, apurer les arriérés que nous avons trouvés, apurer les arriérés qui se sont constitués par la faute de ceux qui nous ont mis sous sanction. Et je l'ai dit ce matin au FMI, ils font partie de ça. Les défis à relever au Niger sont multiples et multiformes pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Parmi ces défis, la sécurité, rappelle le Premier ministre. Notre priorité, c'est d'abord notre propre sécurité. Le deuxième élément fondamental, au travers de la reprise, de retour à la normalité, c'est de voir comment est-ce que nous allons mobiliser des ressources pour répondre à ce défi sur le plan alimentaire. Il est important que quelque chose soit fait pour permettre d'abord à nos propres paysans de produire, toujours en lien avec la sécurité. Tout le monde sait aujourd'hui, c'est moins le pétrole ou l'uranium que l'agriculture et l'élevage qui constituent les vrais fondements de notre économie. Donc l'idée du chef de l'État et de nous tous, et de vous également, c'est de permettre à ces deux mamelles de l'économie de pouvoir être en mesure de répondre aux besoins qui sont essentiels. Pour relever ces défis, la collaboration de tous est nécessaire, particulièrement celle des opérateurs économiques. Sachez que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faciliter, disons, l'étude de tout ce que vous avez eu à mettre pour ensemble qu'on trouve les mesures qu'il faut. Ce document de réflexion des acteurs du secteur privé nigérien intervient à un moment où les Nigériens vivent dans leur chair la cherté de la vie. Gageons que la prise en compte des propositions faites dans ce document permettrait d'atténuer les souffrances des Nigériens. Voilà pour l'acteur de la société civile nigérienne, El-Haj Salissou Amadou, l'idée de penser à l'élaboration du document sur les mesures d'atténuation des souffrances des Nigériens est bonne, mais il serait préférable d'impliquer les autres couches sociales du pays. On l'écoute. C'est une bonne initiative, mais on dit, comme je dis, mais en fait aujourd'hui presque, et je pense dans la tradition de la Chambre de commerce, le mémo doit être en fait un mémo national. En fait, toutes les structures concernées du point de vue, toutes les régions doivent être concertées et en fonction de ça, ça veut dire qu'on dégage les grandes lignes d'orientation et on soumet à l'approbation du gouvernement. Il faut que, comme je l'avais dit souvent, la Chambre de commerce doit se démarquer dans sa robe traditionnelle. Vous savez, souvent les données changent en fonction d'orientation et en fonction de la situation du moment. C'est dans ce cadre que je pense, ça veut dire qu'on doit attirer l'attention de la Chambre de commerce, des structures concernées et du gouvernement. Et c'est dans ce cadre que moi, en tant qu'opérateur économique, aujourd'hui que les entreprises sont en train de se lamenter. Vous savez que ça veut dire que les structures commerciales sont dans une situation critique. Et ça, elles n'ont pas à le cacher. Il faut se dire la vérité en face. Le débat doit être plus haut au niveau de l'orientation par rapport à la décision qui a été mise sur la table. Aujourd'hui, la plupart de nos entreprises sont dans le gouffre. Et maintenant, ça veut dire que la plupart sont dans une descente à l'enfer qui ne dit pas son nom. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, à chaque maladie, il y a les remèdes qu'il faut. Le gouvernement, c'est bien beau de voir tenir des réunions pareilles. Et il faut y remédier.
comme on l'a dit, il faut que le gouvernement joue au sa propre pays. Tant qu'on n'arrive pas à avoir injecté un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation par rapport à ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Nos pays respectifs sont en fait pour, à ce qui concerne la conjugaison des efforts de l'AES. Et dans ce cadre, je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une nouvelle orientation de l'AES. Parce que, dans tous les cas, ça veut dire que si quelque part, aujourd'hui, ça veut dire que comme dans la tradition avec les pays de l'UMOA et de la CEDEAO qui nous sont en train de mettre les braises dans des mains, il faut qu'on arrive à avoir une nouvelle orientation à chaque problème, qu'on le pose et qu'on trouve une solution à juste par rapport aux problèmes qui nous minent. L'initiative, elle est louable. L'initiative, elle est très bonne. Maintenant, est-ce que maintenant les solutions proposées équivaut par rapport aux problèmes posés? C'est ça, en fait, l'équation qui sera posée. Le Premier ministre, il est animé d'une bonne et vraiment dynamique. Il est animé d'une bonne volonté. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait aujourd'hui l'épauler. Qu'est-ce que les gens vivent? Qu'est-ce que les gens ressentent? Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce que les gens sont en train de ressentir? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez que notre commerce-là, c'est un commerce semi-traditionnel. Qu'est-ce que nous allons faire pour que maintenant qu'il y ait une démarche simpliste et simplifiée à tous les niveaux qui nous permettra aujourd'hui de conjuguer les efforts, la main dans la main, en fait, pour qu'on maintenant, ça veut dire qu'on arrive à sortir de ce lourd héritage. À chaque niveau de problème de responsabilité, que chacun de ce niveau de responsabilité, que chacun de nous doit amener en fait un correctif, une solution approuvée par rapport aux résolutions qui nous permettra, maintenant ça veut dire que de trouver en fait à juste titre de devoir décoller, si on décolle, on peut s'envoler ensemble. Accélérer la mise en œuvre de la grande muraille verte pour la souveraineté alimentaire au Niger, cadre du projet SER. C'est le thème organisé à la foire de Morgoubéné à l'occasion de la semaine du paysan. Soutenue par Suicide, cette conférence a été animée par le directeur général de l'agence qui a animé la conférence à laquelle ont participé plusieurs autorités civiles et militaires. Ismaël Boumni, Cheboudisso. Traversant 11 pays africains, de Djibouti au Sénégal, la bande verte, plus connue sous le nom de muraille verte, est un moyen efficace de lutte contre la désertification. Ainsi, dans le cadre de la 4e édition de la foire des semences pluviales, couplée à la semaine du paysan, tenue à Morgoubéné, localité située dans la région de Dosso, qu'une conférence est animée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Niger. La direction générale a tenu à édifier le public sur l'importance de ce projet qui va traverser plusieurs localités. Le partenaire qui nous a amené, Suicide a 3 programmes. Tous ces programmes sont issus des annonces de la Grande Muraille Verte. Donc, c'est pour joindre l'utile à l'agréable qu'on est venu expliquer à cette communauté l'importance de la Grande Muraille Verte, ce qu'ils peuvent contribuer. Leur contribution, c'est que au niveau de chaque commune, nous voulons mettre en place la coalition communale. Il y a les coalitions nationales qu'on veut mettre en place, mais au niveau de communes aussi qu'on évolue pour mettre les coalitions communales. Et cette coalition communale, c'est quoi son rôle? La coalition communale va permettre de nous renseigner sur toutes les activités, des projets qui ont bénéficié du financement de la Grande Muraille Verte et même autres projets, qu'est-ce qui se fait en matière de 5 piliers accélérateurs de la Grande Muraille Verte. Je parlais tout à l'heure, il y a 5 piliers. Un pilier qui parle sur la chaîne des valeurs, un pilier qui parle sur la restauration de terre, un autre pilier qui parle sur les infrastructures résilientes et énergie renouvelable, un autre pilier qui parle sur le renforcement de capacités, un autre qui parle sur l'économie de la Grande Muraille Verte et comment l'accompagner pour qu'elle joue pleinement son rôle. Voilà, et c'est sur la base de ces piliers que les annonces de financement de ces 19 milliards dont j'ai dit ont été faites. Toujours engagé dans le projet de développement, Suicide n'a pas faibli dans son engagement en étant le partenaire privilégié de l'agence. La muraille verte, c'est l'initiative panafricaine qui est vue vraiment comme étant une solution pour soutenir nos pays. Je vous donne un exemple de l'approche phare de cette agence. Il s'agit sur le terrain, dans les villages de fermes de FACI. On les appelle les fermes agricoles communautaires intégrées. Et c'est un peu à l'image de ce que Suicide est en train de faire.
Dans un village, il s'agit d'avoir beaucoup d'hectares en site maraîcher. Il s'agit de développer l'agroécologie avec donc l'élevage. Il s'agit peut-être de soutenir un peu, avoir des infrastructures qui vont permettre à ce qu'un paysan puisse produire de manière vraiment importante, qu'ils puissent faire la transformation de ces produits et aussi leur commercialisation. Donc nous sommes en train d'expérimenter toutes ces approches dans nos zones d'intervention et on pense qu'il y a même une appellation maintenant que la Grande Muraille Verte, c'est l'espoir en fait. Parce que si on met en place ce type d'investissement dans les villages, on pense que ça va fortement contribuer à la résilience de nos paysans. La zone d'intervention du programme Grande Muraille Verte au Niger est constituée de 228 communes comprises entre les isotopes 1000 mm au nord et 5000 mm au sud. Les bénéficiaires sont composés de plusieurs catégories d'acteurs, à savoir les populations vivant dans la zone d'emprise de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara du Niger, les producteurs primaires, les entreprises privées, les structures d'enseignement, de formation et de recherche, les collectivités locales, l'État du Niger et la communauté internationale. Dans cet élan de refondation et de sauvegarde de la patrie, le collectif des associations islamiques du Niger a rendu public un communiqué de presse pour appeler le peuple nigérien à consolider la cohésion partout où ils sont. Suivons l'extrait de ce communiqué avec Oustaz Haladou Yahya. Je l'annonçais tantôt, dans cet élan de refondation et de sauvegarde de la patrie, le collectif des associations islamiques du Niger, Kazin, a rendu public un communiqué de presse pour appeler le peuple nigérien à consolider la cohésion partout où ils sont. Suivant l'extrait de ce communiqué avec Oustaz Haladou Yahya. Depuis quelque temps, des paroles discriminatoires sont de plus en plus proférées sur les réseaux sociaux par des esprits à l'égard des personnalités, quel qu'en soit leur rang social. Malgré que nos valeurs religieuses et même coutumières exigent le respect de l'autre, quelle qu'en soit sa croyance. L'islam recommande plutôt d'administrer de bons conseils et que des discussions ou échanges entre semblables se déroulent de la façon la plus courtoise. En effet, ni le droit positif, ni la jurisprudence islamique n'autorisent à insulter une personne nommément désignée. Notre Créateur Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, nous enjoint plutôt de faire la paix entre nous, de contribuer à faire régner la paix et de nous unir en ces termes, et je cite: et accrochez-vous fermement à l'accord de Dieu, vous tous, et ne vous séparez point. Et souvenez-vous de la bénédiction que Allah a faite pour vous, sur vous. Vous étiez ennemis les uns les autres avant l'islam. Il a uni vos cœurs si bien que par sa grâce vous êtes devenus des frères. Et alors que vous êtes au bord d'un abîme du feu, c'est lui qui vous a sauvés. Allah vous montre ces signes afin que vous soyez guidés. Coran, Sourate 3, verset 103. Ainsi, en nous inculquant la foi, l'islam a créé un rapprochement entre les humains et nous exhorte à cultiver la fraternité, l'amour mutuel et à faire preuve de solidarité, de compassion, de considération les uns à l'égard des autres. Telles sont les attitudes qui sont attendues de chacun de nous et qui nous permettraient de réussir notre mission de construction nationale, surtout en cette ère de sauvegarde de la patrie. Il convient de rappeler ici que cette période exige de chacun de nous des contributions de nature à consolider la cohésion du peuple nigérien dans nos régions
dans nos départements, dans nos communes, dans les villages, nos villages et les quartiers. Car aucun pays ne peut progresser, voire prospérer sans l'unité de ses fils. En conclusion, nous encourageons et saluons, premièrement, l'initiative des organisations de la société civile qui œuvrent pour le raffermissement des liens sociaux en créant, entre autres, des synergies d'action en leur sein. Deuxièmement, l'effort des ulémas qui continuent à invoquer Allah et à sensibiliser les citoyens sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui des causes d'irresponsabilité pénale. Un thème abordé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Les causes d'irresponsabilité pénale, au fait, sont prévues à l'article 41 jusqu'à 47 du Code pénal. Ce sont notamment les causes de non-imputabilité, les faits justificatifs et la minorité pénale. Donc, comme vous le savez, normalement en matière pénale, la responsabilité, elle est individuelle et personnelle. C'est par exemple, chacun, comme on dit, répond de ses actes. On ne peut pas, par exemple, poursuivre un parent, un frère, pour des faits commis par un de leurs. Obligatoirement, en matière pénale, on répond de ses actes. Donc, la responsabilité pénale étant individuelle, il y a des circonstances ou des situations qui font en sorte que, nonobstant le fait que l'infraction soit commise ou qu'elle soit caractérisée, il y a des situations ou des circonstances dans lesquelles la personne ne saurait être poursuivie ou ne saurait être condamnée. Je vais vous parler de l'exemple de la démence. Tout homme ou tout individu qui commet une infraction, en tout cas pendant qu'il avait la démence, c'est ce qu'on appelle communément la folie. Donc normalement, il ne peut pas être condamné, il ne peut pas être tenu responsable de ses faits, puisque quand on est malade, quand on est fou, on ne peut pas être pénalement responsable. Mais là aussi, il faut faire une distinction entre la folie, entre guillemets, et certaines crises passagères. Parce qu'il arrive aussi à certaines personnes d'avoir certaines crises, et au moment de ces crises, il arrive à ces personnes de commettre certains actes. Donc les crises passagères ne sont pas en tout cas considérées comme démence du point de vue de la loi pénale. C'est vrai que la démence elle-même, elle est appréciée au moment des faits. C'est au moment des faits, au moment de l'action qu'on apprécie. Et quand vous prenez au niveau du tribunal en matière criminelle, à chaque fois qu'on a un individu, un accusé, une expertise psychiatrique est diligentée pour déterminer son état de santé, pour savoir effectivement s'il a agi en tout cas étant dément ou pas, s'il a une démence ou pas. Donc voilà la première cause d'irresponsabilité pénale. La deuxième cause, c'est la contrainte. Vous savez, on peut être dans une situation où il y a une contrainte qui est exercée contre nous et contre laquelle on ne saurait résister. Donc la contrainte fait en sorte que aussi la personne qui agit sous l'effet de la contrainte ne saurait être tenue responsable de ses faits, parce que quand vous prenez l'exemple de quelqu'un sur qui vous mettez une arme, vous lui demandez de commettre une infraction sous peine de mettre fin à sa vie. S'il commet cette infraction, en tout cas sous cette pression, c'est que cet acte ne saurait être puni parce qu'effectivement, il y a cette contrainte qui est exercée sur lui. Donc la contrainte également fait partie des causes d'irresponsabilité pénale. En dehors de la contrainte, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de la loi.
Vous savez, il y a des faits qui peuvent être considérés comme infractionnels dans des situations normales, mais dans d'autres situations, on peut estimer qu'elles sont autorisées par la loi. Je vais vous donner l'exemple de la peine de mort. On le sait très bien, tuer, mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est une infraction punie par la loi. Mais quand c'est par décision judiciaire que la peine de mort a été prononcée, le fait de l'exécuter, par exemple le fait d'exécuter cette décision, notamment en mettant fin à la vie de la personne condamnée, on ne commet pas une infraction. En le faisant, c'est que c'est sur autorisation de la loi et donc on ne peut pas être tenu responsable de ces faits ou être condamné pour meurtre ou assassinat. Là, nous sommes protégés par la loi parce qu'il s'agit d'une cause d'irresponsabilité pénale. En dehors de l'autorisation de la loi, il y a le cas de commandement de l'autorité légitime. Là aussi, je vais vous donner par exemple le cas des militaires qui agissent sous le drapeau, en tout cas dont il y a une hiérarchie. Un militaire qui arrive à commettre certains agissements suivant l'ordre de sa hiérarchie, normalement, il ne peut pas être tenu responsable de certains faits qui sont répréhensibles dans une situation normale parce qu'il est protégé ou couvert par cette cause d'irresponsabilité pénale qui est le commandement de l'autorité légitime. Mais il y a des conditions notamment à respecter dans ce cas de figure parce que d'abord quand vous prenez, il faut qu'il y ait un ordre, il faut évidemment que cette autorité soit une autorité légitime. Et en dehors de cela aussi, par rapport au commandement de l'autorité légitime, il y a un cas qui est exclu, c'est notamment le cas de l'ordre manifestement illégal. Il arrive dans certaines situations où la hiérarchie peut donner des ordres, en tout cas à certains agents, de commettre certains faits qui sont en tout cas punis par la loi, qui sont réprimés par la loi et dont l'agent lui-même qui a reçu l'ordre sait pertinemment qu'il s'agit d'un ordre manifestement illégal. Et on le sait, que ce soit du point de vue de la Constitution, que ce soit du point de vue de certains textes qui répriment en tout cas l'ordre manifestement illégal, on sait que quelle qu'en soit la hiérarchie, quelle qu'en soit en tout cas l'institution qui donne un ordre, en tout cas qui est illégal, aucune personne ne doit normalement exécuter cet ordre, sous peine d'être évidemment poursuivi devant les tribunaux. Donc en dehors du commandement de l'autorité légitime, il y a évidemment le cas que pratiquement tous les justiciables connaissent ou arrivent à avoir une idée dessus, c'est la légitime défense. Bien qu'elle est appréciée par beaucoup de justiciables avec certains éléments qui, normalement, du point de vue de la loi, ce n'est pas le cas. La légitime défense, évidemment, c'est une cause d'irresponsabilité pénale. Et là aussi, il y a des conditions que cette légitime défense doit regrouper. Notamment, il faut qu'il y ait une attaque qui est imminente et actuelle. Il faut qu'il y ait une proportionnalité d'armes. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un individu en face de vous qui vous agresse main nue et que vous vous permettez de prendre une arme pour l'affronter et dire que vous êtes en légitime défense. Parce que en matière de légitime défense, la proportionnalité des armes, elle est en tout cas toujours appréciée par les juridictions. Et l'attaque doit être évidemment actuelle et imminente. C'est l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vient vous, en tout cas, voler vos biens ou, je sais pas, vous agresser. Par la suite, pris de peur, il fuit, il prend la fuite. À partir du moment où il prend la fuite, on ne peut plus parler d'une attaque actuelle et imminente. Vous ne pouvez plus encore lui administrer de coups. Vous ne pouvez plus encore l'affronter et invoquer la légitime défense parce qu'il n'y a plus d'attaque. Donc vous ne pouvez pas vous cacher derrière cela. Maintenant, par rapport à cette question de légitime défense, il faut le dire que la loi a prévu des exemples parfaits sur la question de la légitime défense. C'est le cas, le premier cas énuméré par la loi, c'est le cas par exemple de celui qui repousse
en tout cas une attaque, notamment, comment on appelle ça, dans une maison habitée, nuitamment, donc quelqu'un qui a escaladé le mur pour se trouver dans une maison habitée. Quand vous vous trouvez dans cette situation et que vous le repoussez et que dans cette situation qu'il y ait eu mort, coup et blessure, donc on peut invoquer notamment la légitime défense. En dehors de ça aussi, il y a le dernier exemple prévu par la loi, c'est le fait de se défendre contre des violences ou un pillage en tout cas pour lequel vous êtes exposé. Donc voilà pour ce qui est de la légitime défense. En dehors de ces différents cas que je viens d'énumérer, il y a le cas de la minorité pénale. C'est vrai que aussi la minorité pénale, beaucoup en parlent. Beaucoup pensent que quand vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas aller en prison et vous pouvez faire toutes les bavures possibles. Ce n'est pas le cas. La loi a bien distingué quel mineur ne peut être poursuivi par un tribunal et lequel, en tout cas, peut se trouver devant un tribunal. La loi a fait une distinction notamment de mineurs de moins de 13 ans et d'un mineur de 13 à 18 ans. S'agissant du mineur de moins de 13 ans, c'est son cas normalement du point de vue de la loi. Un mineur de moins de 13 ans, il ne peut pas être tenu responsable de ses actes. On ne peut pas, en tout cas pénalement le poursuivre pour des faits qu'il aurait commis, parce qu'il bénéficie de cette irresponsabilité pénale qui tient de sa minorité pénale de moins de 13 ans. Maintenant, pour le cas des mineurs de 13 à 18 ans, là la loi a prévu en tout cas que pour apprécier ce genre de situation, il faut absolument que le juge apprécie le discernement du mineur, vérifier si le mineur a agi avec discernement ou il a agi sans discernement. Parce que vous savez, il y a des mineurs, en tout cas de moins de 18 ans, qui n'ont pas de discernement, qui ne reflètent pas souvent leur âge et qui peuvent être dans une situation où ils peuvent commettre des infractions. Alors qu'il y a des mineurs de plus de 13 ans qui agissent avec discernement, qui sont bien éveillés, qui sont bien intelligents, et c'est en fonction du discernement que normalement la peine est appréciée ou la poursuite est appréciée. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur les causes d'irresponsabilité pénale prévues par notre code pénal au Niger.